Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine à travers le regard de notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qu'on retrouve en visioconférence avec nous ce soir. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup, merci d'être avec nous en chaque début de semaine pour traiter de l'actualité américaine des derniers jours. Crise au sein du Parti républicain, Pierre-Yves ? Écoutez, on a évité le shutdown que tout le monde considérait, moi en tête, comme inévitable. En fait, on l'a évité, mais on l'a repoussé jusqu'au 17 novembre. Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer entre aujourd'hui et le 17 novembre, parce qu'on va trouver une solution au financement du budget américain. Pour éviter le shutdown, le Speaker de la Chambre des représentants, M. Kevin McCarthy, Speaker, c'est le troisième personnage de l'État aux États-Unis. McCarthy est un élu de Californie, c'est un républicain relativement modéré, qui a contre lui une vingtaine de républicains populistes, trumpistes, que le Wall Street Journal qualifie de nihilistes et de jacobins, et que pour sauver l'Amérique du shutdown, M. McCarthy est allé contre cette règle d'or qu'ont institué les républicains, ce boulet qu'ils se sont eux-mêmes attachés aux pieds, c'est-à-dire de ne gouverner qu'avec des voix républicaines. Ils n'ont pas pu empêcher le shutdown qu'avec des voix républicaines parce qu'ils n'ont pas assez de voix. Ils n'ont que 212 représentants à la Chambre et ils ont dû faire appel aux démocrates pour faire passer très largement une loi qui prolonge de 45 jours le financement du gouvernement américain, le temps qu'on trouve une solution. Et dans cette loi, on a notamment retiré l'aide supplémentaire que le président Biden demande pour aider l'Ukraine. Le grand gagnant donc de ce shutdown évité au moins pour 45 jours, pour le moment, c'est Vladimir Poutine, car il obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire un signe de plus de ramollissement du soutien des Occidentaux et des Américains en particulier dans leur aide à l'Ukraine. Rappelons que les États-Unis ont déjà versé 113 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. La Maison-Blanche voulait 25 milliards de plus à peu près. Cette demande avait été réduite par les républicains à quelques 6 milliards, eh bien ils n'auront même pas ça dans l'immédiat. Il va falloir trouver un autre véhicule législatif pour faire passer l'aide à l'Ukraine. La moitié des républicains ne veulent pas aider l'Ukraine tant qu'on ne dépensera pas beaucoup plus pour sécuriser la frontière du Mexique. Rappelons que 27 000 illégaux ont franchi la frontière du Mexique rien qu'au mois de septembre. Certains mois, c'est 50 000. Les républicains considèrent que c'est absolument intolérable et que c'est une urgence. Dans ce contexte-là, la droite trumpiste républicaine est en train de vouloir dégommer le speaker de la Chambre, M. Matt Gaetz, qui est un élu de Floride, qui se dit lui-même le plus trumpiste des trumpistes, va essayer de faire adopter par une majorité de la Chambre une motion de destitution du speaker. Au comble de l'ironie, pour que cette motion soit adoptée, il va falloir que des démocrates votent pour. Comment ? M. Gaetz, qui veut que les républicains gouvernent sans jamais faire appel aux démocrates, va devoir faire appel aux démocrates pour destituer Kevin McCarthy. Comble de l'ironie, que ne manque pas de souligner Kevin McCarthy, qui lui a rétorqué « Eh bien écoute, j'accueille favorablement ce combat, allons maintenant nous expliquer et voyons si les Américains sont d'accord avec ton approche. Peut-on prendre en otage 4 millions de fonctionnaires américains, refuser de les payer, certains d'entre eux sont obligés d'aller travailler bien qu'ils ne soient pas payés, tout ça parce que l'on n'obtient pas ce que l'on veut et qui est jugé inacceptable par l'establishment républicain et par la majorité des démocrates. Quel peut être le calendrier de la séquence devant nous, là, dans ces 45 jours Pierre-Yves, on va attendre le 43e jour ou le 44e jour pour à nouveau commencer à se faire peur, ou est-ce qu'il y a un calendrier, une ingénierie politique à Washington qui peut permettre justement de naviguer dans ces 45 jours ? Alors on va voir d'abord quel est l'état d'esprit des amis de M. McGetz pour destituer Kevin McCarthy. Certains qui étaient gonflés à bloc il y a encore quelques jours sont en train de se dégonfler. Et on notera que Donald Trump lui-même, sur sa route vers un tribunal new-yorkais, a dit bon, vous savez, Kevin McCarthy, je l'aime bien, Matt Gaetz, je l'aime bien aussi, mais Kevin McCarthy, il a dit des choses très gentilles à mon égard. C'est un peu surprenant de voir que tout d'un coup, Donald Trump,
qui prônait la politique du pire, qui souhaitait un shutdown, ne semble pas, pour le moment en tout cas, soutenir la tentative de destitution de son allié autoproclamé. Donc, première séquence dans les prochains jours, voir où va cette démarche pour destituer le Speaker, parce que s'il n'y a plus de Speaker à la Chambre, tout le travail législatif va s'arrêter. Donc on va encore compliquer les choses. Deuxième séquence importante, le président Biden insiste pour qu'on trouve le moyen de donner davantage d'argent à l'Ukraine. Il va falloir trouver une solution législative à tout cela. Mais la partie des républicains qui hésitent et qui carrément refusent, pour certains d'entre eux, d'aider l'Ukraine, est en train d'augmenter. Donc ça complique sérieusement le jeu. Il y a manifestement ce qu'on appelle à Washington Ukraine fatigue. On commence à fatiguer. Après 113 milliards de dollars, on trouve que la ligne de front n'avance pas très vite. Et puis, il y a sur le fond la manière de faire passer les 12 lois de finances que constitue ce budget américain. Pour l'instant, 4 ou 5 ont été passées par la Chambre, je crois. Le Sénat n'en a passé aucune. Quelle méthode va-t-on trouver pour financer le gouvernement américain? Pour le moment, tout est ficelé, mais uniquement jusqu'au 17 novembre. Bon, et puis Joe Biden est allé rejoindre le piquet de grève des syndicalistes du secteur automobile. C'était en fin de semaine dernière, je crois jeudi ou vendredi. J'ai même vu, je crois, la une du, alors je ne sais pas quel est le nom de la Gazette de Détroit, le journal de Détroit. On a vu la photo de Joe Biden. Vous méritez plus de salaire, vous méritez plus d'argent. De Detroit Free Press. Joe Biden a fait quelque chose d'absolument stupéfiant qu'aucun président n'avait fait. Aller sur un piquet de grève, pas simplement à la Maison-Blanche ou à l'occasion d'un discours de campagne dire « je soutiens les grévistes ». Il est allé sur le piquet de grève. Il a pris un mégaphone. À côté de lui, le patron du syndicat unique des ouvriers automobiles qui cherche à paralyser les 3 grands constructeurs historiques. Il leur a dit « vous méritez plus d'argent ». On lui a crié la question « est-ce qu'il mérite vraiment 40% d'augmentation comme il le demande ?» Oui. Alors, entre nous, je voudrais 40% d'augmentation aussi. Il faut qu'on en parle. Hein. Bien fort à Joe Biden. Joe Biden veut-il vraiment soutenir la thèse que les ouvriers en grève ont raison de faire la grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent 40% d'augmentation? Attention, la filière automobile américaine, c'est 3% du PIB, c'est 800 milliards de dollars. Les constructeurs automobiles ont fait un geste, ils proposent à peu près 20%. Et pour l'instant, si on en croit ce qu'il déclare, Mary Barra, patronne de General Motors, ou encore le patron de Ford, le syndicat fait beaucoup de cinéma, beaucoup de communication publique, mais n'est pas sérieux dans sa démonstration et semble vraiment tout faire pour que la grève soit longue et difficile. Ce qui nous amène à la deuxième étape de ce mouvement de grève. Pour le moment, il fait encore assez bon dans le Midwest quand on fait la grève, mais quand il va faire -3, -4, -5, avec du vent qui souffle à 50 km/h, qu'on va devoir se réchauffer sur le piquet de grève en mettant les mains autour des bidons pleins de bois qui brûlent, et que seront mis en chômage technique des milliers et des dizaines de milliers d'ouvriers dans d'autres entreprises qui sont les fournisseurs des sociétés en grève, les choses risquent de changer. Ce que je lis dans le Detroit Free Press et dans d'autres journaux, notamment le Washington Post, oui, je fais un effort, je relis le Washington Post, c'est que finalement, en dépit de cette visite de Joe Biden, suivie le lendemain d'une visite de Donald Trump, les grévistes de UAW ne sont pas dupes. Ils ont compris que le président des États-Unis était à la pêche aux voix et que le soutien verbal qu'il leur apportait était très, très intéressé, mais que dans la pratique, Joe Biden n'allait pas faire grand-chose pour les aider. Ce qui les intéresse le plus, c'est de s'assurer que la transition vers un modèle de transport électrique ne précipite pas des licenciements massifs, que dans les nouvelles usines, notamment les usines de batteries, les ouvriers puissent être représentés par le syndicat et que tous ces milliers de personnes qui fabriquent des moteurs thermiques ne se retrouvent pas en chômage dans quelques années. Ils n'ont pas d'illusions sur les engagements que Joe Biden a pris sur ce volet important de sa politique. On attaque la 3e semaine, hein, c'est ça, de grève, hein? La grève a commencé le 15 septembre, donc on attaque la 3e semaine. On a, je l'ai noté parce que ça change toujours, 25 000 ouvriers en grève sur un total de 146 000 représentés par UAW. On estime que les revendications telles qu'elles sont demandées augmenteraient le prix moyen du véhicule de 3 000 à 5 000 dollars.
et qu'en fait, ça pourrait faire le jeu. Cette fois-ci, ce n'est pas de Poutine, mais des ouvriers mexicains. Vous savez qu'il y a autant d'ouvriers au Mexique qui travaillent dans l'automobile qu'aux États-Unis maintenant, que les constructeurs automobiles américains ont plus de 20 sites et usines d'assemblage et de construction de véhicules au Mexique, où la productivité est tout aussi élevée qu'aux États-Unis et où le coût moyen du travail est inférieur. Il faut regarder la croissance du Mexique. C'est un pays effectivement qui se porte plutôt bien aujourd'hui, avec un régime de croissance-inflation qui semble tout à fait correct par rapport à ce qu'on peut vivre ailleurs dans d'autres économies. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, qui est avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45, si vous nous suivez en direct, en live ou à la télévision, et en replay bien sûr, ou en podcast avec notre plateforme bismart.fr. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de ce lundi. On se retrouve demain à 17h en direct. 40%.